Allô? Oui? Il y a quelqu'un? Ah, j'ai cru que vous étiez les blaireaux là, qui appellent à toute la journée entre 12 heures et 14 heures et à partir de 18 heures jusqu'à pas d'heure pour vous demander si vous avez, si vous êtes propriétaire, si vous saviez que l'État peut vous aider à financer vos panneaux solaires, donc dans la maison que vous êtes censé avoir, et qu'il vous appelle pour ça. Voilà. Et donc, en général, c'est une voix robotisée, donc à base d'IA, et qui vous raconte. Ça a l'air réaliste, hein. J'ai pensé que vous étiez eux, parce que des fois, moi, je décroche pour décrocher et pour te faire perdre du temps. Puis après, j'écoute là. Quand on me pose des questions, je réponds. Voilà, donc je pensais que vous étiez, et je réponds toujours à côté de la plaque, évidemment. Et donc, je pensais que vous étiez, vous qui m'écoutez, je pensais que vous étiez les mecs, les téléprospecteurs d'une nouvelle façon d'entuber les gens. Donc, je vous dis quand même bonjour, hein, à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous vivez pleinement cette Coupe du Monde et cette destruction massive des populations arabo-musulmanes en Terre Sainte, à la vue de tous et ignorée de tous également, et que vous voyez un petit peu le ridicule des pays musulmans qui jouent à la baballe dans la Coupe d'immonde, la Coupe d'immonde, pleine d'immondices, dégueulasse, et où on adore une entité très très ancienne, une des plus anciennes, mais on ne sait pas qu'on l'adore. Ouais, c'est un symbole, c'est juste, ça n'a rien à voir avec la religion, hein. Les gens, ils jouent au foot pour le plaisir, ils regardent pour le plaisir et ils vont parier sur BetClick et Paris en sport pour le plaisir, évidemment. Qatar Airways, si tu les écoutes, ça c'est des sponsors. Il n'y a que eux, Qatar Airways. Bref, peu importe, c'est pas le sujet. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais vous poser la question et vous avez 3 secondes pour répondre. Si je vous dis gris, à quoi pensez-vous? Ah, mauvaise réponse. Encore une fois. Allez, gris, à quoi pensez-vous? Ah, j'ai entendu, presque, c'est pas ça. Non, c'était Michael Jackson. Pourquoi Michael Jackson? Gris? La question, elle est vite répondue, c'était les inconnus. Question, donc, que posaient les inconnus dans leur question, c'était avec Stéphanie de Monaco, c'est le sketch. Disait Michael, alors, dites-moi, je vous donne un nom et vous me dites si l'homme, la personne est noire ou blanche. On disait Michel Blanc, il est blanc. Michel Noir, il est blanc. Et machin, puis après, Michael Jackson, et là, le piège, il est gris. Ça, c'était Dieu, Légitimus qui disait ça. Bref, donc, ça n'a rien à voir pourtant, ce que je vais dire, par rapport à sa couleur de peau, mais par rapport à la personne en elle-même. Donc, vous êtes probablement au courant qu'un biopic a été diffusé et qu'il est toujours diffusé. Il est en salle depuis quelques semaines maintenant et qui reprend donc une partie de sa vie et qui fait un carton au box-office, puisque je crois qu'il a battu le premier carton dans la famille des biopics, celui sur, je ne sais pas si c'est Elton John ou Freddie Mercury, qui est sorti il y a quelques années et qui avait donc battu un record d'entrée, donc de bénéfices. Là, le film sur Michael Jackson, qui s'appelle, je crois, Michael, il me semble, il est en train de pulvériser ce record et c'est pas fini, sachant qu'il y aura un deuxième épisode, puisque là, c'était une partie de sa vie et ça s'arrêtait, je ne sais plus trop quand, et ça va reprendre donc la suite. Bon, il y a eu des procès, etc. sur ce film, donc il fallait pas parler de tout ce qui est en rapport avec les rapports sous la ceinture avec les enfants, pour pas être vulgaire et pour pas dire le mot qui risque de vous rendre la vidéo pour les moins de 18 ans. Donc vous avez compris ce que je voulais dire. Donc il y a eu des procès, etc. Dans le premier film là qui est diffusé, qui a été donc tronqué apparemment, ce que j'ai compris, une trentaine de minutes parce que, et c'était donc déjà tourné, parce qu'il y avait un contrat que Michael Jackson avait signé avec des familles qui l'accusaient donc de choses avec les enfants, et il avait donc payé certaines sommes, plusieurs dizaines de millions de dollars, il me semble, et donc il avait ensuite, pour plus jamais entendre parler de cela, demandé si jamais il a signé tout ça, il est passé chez un avocat, un notaire, je sais plus comment, enfin il avait validé ça légalement, ou si on faisait quelque chose sur sa vie, un film, peu importe, il ne fallait jamais évoquer ça, sauf que sa famille, ils n'étaient pas au courant de ça, ils ont fait le film et ils parlaient justement de ce genre d'affaires. Et quand ils ont vu ça, les avocats ont dit mais on peut pas. Il y a les contrats, machin, le film il ne pourra pas sortir en salle. Donc ils ont tronqué, je crois, l'équivalent d'une demi-heure. Donc ils ont un peu bricolé pour faire un film qui tient la route en enlevant autant de temps. Et ça a donné un truc, bon, c'est correct, hein, je suis allé le voir quand il est sorti. Ouais, c'est pas mal si on aime la musique, etc. Bon, moi, je suis un fan ni rien. Je connais l'artiste parce qu'il est mondialement connu. Il nous a tous traumatisés dans les années 80 quand il a sorti ses films. Traumatisés dans les deux sens du terme, aussi bien dans le bon que dans le mauvais.
dans le bon, dans le sens musicalement. Les clips vidéo, c'était quelque chose d'innovant. Le fameux mec qui marchait dans les rues et qui allumait les carreaux, ça nous a traumatisés. Et on voulait tous faire pareil. On marchait dans la rue, on posait nos pieds, on était enfants. Enfin, moi, j'étais un gamin, j'avais 8-9 ans, et je voulais allumer les trottoirs. Je me voyais déjà en train d'allumer tous les trottoirs de la rue. On était tous comme ça, en fait. Et les ados, bah, c'était encore différent. Les ados, carrément, ils s'habillaient pareil, ils faisaient les mêmes, ils essayaient de faire les pas de danse. Tout ça, donc ça, c'était Michael Jackson. Il avait une aura qui a plu à beaucoup de monde. Et ça a été très large au niveau du public. Ça a touché vraiment, vraiment beaucoup de monde. Et c'était une nouveauté musicale, quelque chose de, c'était un phénomène, voilà. Si vous ne l'avez pas vécu, vous ne savez pas de quoi on parle, mais pour ceux qui connaissent cette époque et qui l'ont découvert vraiment, alors, les plus anciens connaissaient à l'époque des Jackson 5, mais quand il est devenu tout seul, quand il est devenu, donc, 79, il a fait son premier album, mais surtout après, avec Thriller en 82 ou 83, je crois que c'est ça. Mais pendant 2-3 ans, ça a cartonné grave, hein, ça n'a pas duré 3 mois. Et en particulier, donc ensuite avec Thriller, alors là, c'était le choc, mais dans l'autre sens. C'était musicalement très puissant, mais le clip était choquant. D'ailleurs, pour ceux qui, donc c'était très innovant pour l'époque. Hein. C'était un court métrage, hein, c'était même pas un clip, c'était un court métrage. Déjà que c'était le début des clips, parce que c'est lui qui les a rendus très, c'est lui qui a lancé la mode des clips, si vous voulez. À l'époque, c'était pas des clips, c'était des images assez bidons. Soit c'était filmé lors d'un concert, ce genre de choses. C'était plus des reportages que des clips. Ensuite, là, il est passé à l'échelle suivante. C'est intéressant de voir un peu comment il est intéressant le film. Hein. Moi qui m'attendais à une bouse, je me suis pas ennuyé. J'ai regardé, je connaissais tout hein, déjà de son histoire, mais c'était intéressant de voir un peu l'envers du décor. Et bref, c'était intéressant. Mais c'est pas pour ça que je parle. Hein. C'est pas pour le personnage. À la limite, moi, j'en ai rien à faire. Ça m'intéresse pas plus que ça, si ce n'est musicalement, etc. Bref. Et donc, je revenais sur Thriller. C'était un film, donc un court-métrage, le clip, qui ressemblait. Donc, c'était un court-métrage d'horreur, très innovant avec des effets spéciaux. Je parle pour l'époque. Hein. Il y avait même un préambule qui a été ajouté parce que aux États-Unis, le pays des hypocrites, ils sont puritains, ils montrent pas de femmes assez dévêtues, ni de choses en rapport avec la mort, avec l'horreur, etc. Alors que c'est les plus gros producteurs de films porno, les films d'horreur et les films, les snuff movies, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, les snuff movies, c'est illégal, on est d'accord, mais ils en produisent en masse, et puis ils font ça directement à l'étranger avec des victimes étrangères. On appelle ça la guerre. Hein, je vous le rappelle juste comme ça. Donc c'est des snuff movies, mais vraiment filmés avec des moyens sans gêne, ouvertement, quoi, tout simplement. Mais bon, je m'égare, c'est pas le sujet. Et donc, ils avaient mis un petit mot comme quoi, parce que Michael Jackson, lui, était donc témoin de Jéhovah, il faisait partie d'une secte, hein, ses parents. Et comme les gens commencent à dire, oui, mais là, tu fais un film sur les morts vivants, donc bah, tu crois aux démons, à l'adoration des démons, bref, et donc les zombies, etc. Donc ils lui ont fait remarquer dans ce pays donc puritain, et par rapport à sa croyance, qu'il fallait mettre un petit encart pour pas que les gens soient choqués. Donc il a mis un petit encart. Je ne sais plus exactement ce qu'il disait, mais c'était ça. Je ne suis pas un adorateur du diable. Je ne fais pas de truc là. C'est juste une comédie. Enfin, c'est juste du cinéma. Voilà, un truc comme ça. Donc il a fait un petit disclaimer, si vous voulez. Bref, donc ce film était choquant hein, pour beaucoup de gens, et surtout quand on est enfant. Mais bon, avant, regardez ça. C'est passé chez Drucker dans l'émission Champs-Élysées. Ceux qui connaissent. Il y avait pas beaucoup de chaînes à l'époque, donc tout le monde regardait. Quand il y avait une émission, il y avait toujours un carton au niveau de l'audimat parce qu'on n'avait pas le choix. Donc, mais c'était même avant Canal+. Hein, pour vous dire, Canal+, c'est 84. Thriller, je crois qu'il est passé chez Drucker. Drucker, c'est 76, 84. 87, ça marchait encore, mais ça a commencé à décliner dans milieu des années 80. Mais jusqu'en 83, 84, 85, c'était vraiment le carton. Tout le monde regardait ça, tout le monde passait là-bas, et c'était vraiment des scores monumentaux. Vous vouliez rendre un disque, vous passiez là-bas, après la machine à cash, elle se mettait en route. Hein, c'est la meilleure vitrine pour faire de la publicité. C'était de passer dans ces groupes-là, dans ces émissions-là, pardon. Et tous les groupes, tous les chanteurs passaient par là, ceux qui voulaient être connus, qui pouvaient avoir les moyens de se faire inviter. Donc il fallait avoir des relations. Et vous savez que c'était une pub et un carton assuré. La pub, bah, gratos et un carton assuré au niveau des ventes. Sauf si vous chantiez de la bouse, mais bon. Globalement, il triait un minimum, quoi. Mais bon, peu importe, c'est pas le sujet. Et puis tout le monde chantait en live. À l'époque, il y avait du playback. Mais là, il y avait des groupes qui venaient chanter vraiment. C'était pas enregistré. Donc après, ils mettaient des bandes son, mais souvent c'était du live. Bref, peu importe, c'est pas le sujet. Donc Michael Jackson, pourquoi je parle de lui et pourquoi ils ont fait son biopic en ce moment? Ça, c'est un choix. Ça fait 3 ans que le film, ils auraient dû le faire. Il y a eu des soucis parce que le film a été tronqué d'une demi-heure, il me semble, de ce que j'ai cru comprendre, parce que Michael Jackson,
À l'époque de ses procès pour tout ce qui a un rapport avec les rapports avec des enfants mineurs, voilà, vous avez compris ce que je veux dire. J'ai pas envie que les vidéos soient de moins de 18, donc il y a des choses que je peux pas dire. Mais vous avez très bien compris ce que je veux dire. Par rapport à tout ça et à ces procès qu'on lui a tenté à cette époque-là, il a fait il est passé par un notaire, par des avocats, je ne sais pas exactement comment il est passé, mais il a fait stipuler noir sur blanc avec des contrats clairs que à l'avenir, ses descendants, sa famille, etc., s'il devait faire un film sur lui ou peu importe, quelque chose en rapport avec lui et son histoire, il leur aurait été interdit de parler de ses problèmes avec les enfants, etc. Totalement interdit. Il ne fallait pas évoquer ça d'une manière ou d'une autre. Il se trouve que quand ils ont fait ce biopic, ils en ont parlé. Et apparemment, sa famille n'avait pas connaissance de ses contrats, de ses exigences. C'est quand même choquant. Et quand ils ont fait des visionnages avant diffusion, ça se passe toujours comme ça. Vous faites un film, puis ensuite vous avez plusieurs séances de visionnage. Et pour avoir des retours, et quand ils l'ont fait visionner aux avocats ou je ne sais quoi, ils leur ont dit, mais ça, vous pouvez pas le laisser, puisque c'est interdit, il l'a interdit, donc votre film ne sortira pas, sinon. Les mecs sont balèzes quand même, sa famille. Et donc, ils ont été obligés de supprimer tout ce qui avait un rapport avec l'histoire des rapports avec des enfants, ces procès qu'il a eu, etc. Et ils ont bricolé un film au montage en supprimant tout ça, en essayant de garder une cohérence malgré ces suppressions. Ce qui donne un film qui, au final, ça passe parce que ça se voit pas trop, mais on sent qu'il manque des choses. Mais sinon, le film en lui-même, il est très correct. Après, moi, personnellement, je m'en fous un peu. Hein. C'est pas ma tasse de thé, Michael Jackson à la base, dans le sens, voilà, je le connais, mais je vais pas aller le voir. Je suis pas un fan, et je suis fan de rien. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans plein de domaines, mais ça s'arrête à j'aime bien. Voilà, c'est pas ah mon Dieu, j'adore, c'est génial. Rien à battre en fait. Pour faire très froidement et les choses et les constats. Mais ça m'empêche pas d'apprécier sa musique, etc., etc. Bref, peu importe. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Netflix, elle a emboîté le pas parce que le film, il a tellement cartonné. Donc, je sais pas si je l'ai dit au début, mais il a battu les films donc de Elton John et de Freddie Mercury, je ne sais plus comment il s'appelait, leur biopic. Il est en train de cartonner. Il est toujours à l'affiche, le film. Et ça, c'est pas prêt de s'arrêter. Donc, c'est un bon business. Et donc, il y aura une suite de toute façon, puisque le film s'arrête à moitié de son histoire, plus ou moins. Et qu'est-ce qui s'est passé? Netflix a décidé de sortir en parallèle, en surfant sur la vague. Évidemment, c'était presque certain que le film allait marcher méchamment. Et donc, voilà, c'est le cas. Et Netflix a bien anticipé le truc et a préparé un documentaire qui sort dans la foulée, donc dans le sillage du documentaire, du biopic, et qui raconte exactement le contraire, enfin le contraire. Il attaque directement en disant qu'au final, ce qui se passe, ce qui est dit dans ce documentaire, c'est que Michael Jackson, il était quand même coupable de sur quoi on l'accusait par rapport aux enfants. Et donc, on a deux sons de cloche. Et en plus, le pire, c'est pas seulement le fait de dire ça, c'est qu'ils ont invité dans le documentaire, ils ont fait participer ses pires ennemis, ceux qui l'ont mis dans la mouise, avec en particulier un mec qui s'appelle machin, j'oublie son prénom, mais ça s'appelle Béchir à la fin. Je pense qu'il est indien ou pakistanais, quelque chose comme ça. Et qui, lui, l'avait piégé dans une interview il y a quelques années. L'interview, moi, je l'avais vu. Ça avait fait du bruit, hein, c'était 93, quelque chose comme ça. Et le Canal l'avait diffusé, je crois. En clair, il me semble. Je crois que c'était ça. J'ai un doute, mais je sais que moi, je l'ai vu, cette interview. Alors, partiellement, peut-être pas en entier. Et j'ai souvenir moi, ça m'avait choqué. Et après, quelques années après, il a refait des déclarations à peu près similaires avec l'émission de Oprah Winfrey, quelque chose comme ça. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Enfin, un nom comme ça. Elle est archi connue, etc. Et là aussi, il avait dit des choses qui, si on s'arrêtait à ce qu'il dit, avec les soupçons qu'on avait sur lui, ce qui avait été dit par rapport aux différentes accusations aux enfants, etc. Je vais pas faire le procès, je m'en fous, hein, vraiment. Je fais juste un bilan pour ensuite arriver à mon propos, qui, je trouve, je fais un peu long déjà là. Et ce gars-là, donc, il l'avait déjà fait parler, et Michael Jackson, naïf qu'il était, est-ce qu'il est vraiment naïf sur certains points, vraiment? Il a validé certaines choses, il a exprimé qu'il n'avait pas de problème à aller à emmener des enfants chez lui, passer du bon temps, il se prenait pour un enfant et il dormait avec eux sans aucun problème. Il dormait avec eux dans sa chambre. Donc il a dit ça devant le mec là qui s'appelle Monsieur Bachir, j'oublie son prénom. Vraiment, je me rappelle vraiment plus. Et puis il avait plus ou moins réitéré ça, mais pas de la même manière. Donc chez la meuf, quelques années, 2-3 années après, Oprah Winfrey. Enfin bref, vous voyez de qui je veux parler. Et donc là, la masse des gens qui va pas chercher plus loin, putain, le mec, il confirme, il valide. Même moi, à l'époque où, en plus, c'était compliqué d'avoir des infos, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Donc vous entendiez ça, vous dites mince. Et il n'y a pas de rediff, hein. Il fallait être au bon moment devant la télévision, hein, pour le voir, le machin.
Et après, ça repassait pas trop. Il revenait sur plusieurs informations, il répétait l'info, mais c'était pas le même extrait qui était rediffusé. Il fallait vraiment avoir la chance de pouvoir avoir accès aux archives, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et donc, bah, pendant un moment, Michael Jackson, ouais, c'en est un. C'en est un. Il est bizarre, ce mec. Il est vraiment bizarre. Puis après, vous apprenez, quelques temps après, et là, j'arrive à mon propos, quelques temps, quand je dis quelques temps, ça prend des années, avec les informations qui commencent à se libérer et l'Internet qui apparaît vraiment, vraiment, vraiment. Internet, vraiment, pour dire, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'apparition et l'émergence d'Internet pour les plus jeunes, je dis ça, c'est vraiment apparu auprès de la population en général. Hein. Vraiment, c'est pas je parle pas du cas marginal. C'est généralisé aux alentours des années 97-98. Ça a commencé à toucher beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup d'offres qui ont été faites, de propositions. Et ensuite, ça a fait que s'accélérer. On est passé ensuite à la DSL. Donc au début, c'était une connexion merdique, 56K modem qui fait... On dirait que vous aviez des bestioles, ça mettait 1 heure pour charger une photo ou une musique de 3 mégas, pour vous dire comment c'était ridicule. Je vous parle même pas des films, c'était en plusieurs jours pour en télécharger un. Maintenant, un film en 3 minutes, vous l'avez. Des fois même moins. Bref, c'est pas le sujet. Et ensuite, on est passé, donc ça s'est démocratisé, donc la DSL 2001-2002, vraiment. Puis ensuite la fibre, etc. Et maintenant, bah, l'Internet, tout le monde en a. C'est impossible. Et vous, en un claquement de doigts, vous avez pléthore de sources pour trouver pour vous informer sur n'importe quel sujet, quasiment. Après, il y a du fait et du faux et du vrai. Il faut trier. Évidemment, c'est une question de bon sens. Est-ce que j'ai besoin de le dire? Mais vous aviez de la matière. Et vous avez maintenant, désormais, la possibilité de retrouver énormément d'archives de l'époque. Donc, si vous aviez des soupçons ou des doutes sur l'historique de quelqu'un, bah, vous pouviez, et vous pouvez d'ailleurs, c'est pas seulement, on peut encore consulter différentes vidéos avec des témoignages enregistrés d'époque avec des infos qui sont fournies. Et on peut pas dire, ouais, non, on l'a pas, ça, on sait pas, il l'a pas dit ou on l'a pas vu. On les trouve. C'est pas un problème. En particulier sur l'affaire de Michael Jackson. Et pourquoi je parle de tout ça? Parce que Michael Jackson, moi, personnellement, Michael Jackson, j'ai toujours apprécié quand j'étais gamin, comme je le disais. Je sais même pas ce que j'ai dit au début. J'ai pas de me répéter, donc j'ai des idées, mais j'ai dû le dire, donc je vais pas me répéter. Et ce qui se passe, c'est que Michael Jackson, avec les années, moi, j'ai toujours trouvé bizarre, tout le temps. Pas par rapport à sa musique, par rapport à sa personnalité. Le jour où je l'ai écouté dans l'émission de Monsieur Bachir, là, et ensuite surtout où je l'ai vraiment vu, et là ça m'a choqué vraiment parce qu'il a parlé beaucoup plus longuement. En tout cas, je l'ai vu en intégralité avec l'émission d'Oprah Winfrey. J'ai été choqué de la différence entre le personnage, le chanteur, la façon dont il bougeait, dont il parlait, dont il s'exprimait en musique, dans ses clips, dans ses chansons, et la personne normale qui parlait dans l'émission. C'était la voix, le timbre de voix et le côté enfantin. J'ai été choqué. Pour moi, Michael Jackson, c'était Who's-Bed. La main entre les jambes, il remontait voilà, c'est parti, et il dansait, et il bougeait. Et il faisait des clips où il était toujours assez viril, même si c'était pas un grand gabarit. Il n'était pas très masculin dans son look, mais il se donnait un look de gangster masculin. Et il avait une façon de faire. Il y avait toujours des filles après lesquelles il courait dans ses clips. Il y a toujours une fille dont il était amoureux, etc. Enfin, il mettait en scène parce qu'il aimait bien ça. Hein. Apparemment, c'était son délire, faire un peu le gangster, etc. Puis il aimait cette époque. Hein. D'ailleurs, vous le voyez dans le film, dans le clip, qui est issu de son film Moonwalker, mais qui est une bouse internationale. Je ne sais pas sur quelle substance il était quand il a décidé de faire ce film qu'il a en partie financé. Je crois qu'il l'avait intégralement financé. Bon, bref. Et il y avait le clip qui était donc partie intégrante du film de Smooth Criminal, je vais chercher le titre, où ça se passe à l'époque d'Al Capone. D'ailleurs, il adorait ça. Et il y a tout un délire où il avait décidé de faire un truc sur Al Capone. Finalement, ça s'est pas fait. Et il a fait tout son film, mais il avait intégré, heureusement, son fameux clip de Moonwalker, pas de Moonwalker, Smooth Criminal, décidément. Le film s'appelle Moonwalker, mais le titre du clip, c'est Smooth Criminal, où il fait dans le bar avec les mafieux, etc. Bref, vous voyez de quoi je parle. Et donc, il aimait bien un peu tout ce qui était années 20, années 30, Al Capone, et toute la mafia des années de cette époque-là. Il avait une fascination pour ça, probablement, même c'est une certitude. Mais c'est pas le sujet. Et donc, quand vous voyez le décalage entre le personnage fabriqué et la personne en elle-même, moi, ça m'avait choqué. Et donc, je me suis toujours dit, il est bizarre ce type. Et après, quand vous voyez aussi, on a grandi avec l'extravagance du personnage, c'est-à-dire qu'on voyait qu'il avait un zoo chez lui, qu'il avait un parc, et qu'il avait donc ce qu'il appelle son domaine à lui, Neverland, qu'il avait un délire avec Peter Pan, qu'il adorait passer du temps avec des enfants, qu'il se prenait pour un enfant. On le voyait après, on voyait ça de plus en plus.
On avait la fameuse médiatisation de son ami Macaulay Culkin, si j'écorche pas son nom, qui était un acteur star à l'époque enfant et qui avait tourné dans son clip Black and White en 92. Et j'ai souvenir que ce clip-là était très innovant. Pourquoi? Parce qu'ils utilisaient le morphing, je ne sais plus exactement comment elle s'appelait cette technique de morphing, où on passait d'un visage à un autre avec un effet. Et donc ils l'ont utilisé, c'était révolutionnaire. Comme tous ces clips à Michael Jackson, il a toujours eu des clips assez révolutionnaires pour s'amuser à tester des choses. Et il était innovant là-dessus. Et il l'avait fait déjà donc avec Thriller, avec Beat It, avec Bad, etc. Ça, c'était une mise en scène, etc. Et puis il l'a fait donc là pour ce clip-là, Black and White, je crois que c'était ça. Voilà, on passait d'une femme à un homme avec un morphing, une transition entre les deux visages, et ça fait comme ça. C'était original. Maintenant, vous regardez, vous rigolez. C'est une blague. Mais il y a 35 ans, combien de temps? 92. Ça fait 35 ans, 36 ans, je sais plus exactement compter, mais bon, c'est dans ces eaux-là. Donc, pour vous dire, c'était révolutionnaire. Et donc, quand vous voyez le personnage et l'évolution, etc., vous dites, il est bizarre ce mec. Après, vous aviez les accusations, les procès. Après, il a payé des gens pour faire cesser les poursuites. Ça a validé sa culpabilité. Évidemment, au premier abord, vous vous dites, bah, il paye. Et en plus, il n'a pas lâché un petit billet, hein, c'était des dizaines de millions de dollars. Et il l'a fait avec plusieurs personnes, plusieurs familles. En vérité, on s'est rendu compte qu'ils avaient tous menti, mais ça, c'est pas le sujet. Enfin, si, c'est le sujet, mais ils avaient tous menti, c'était des gens qui étaient mis en place. Il y a plein de sujets là-dessus, plein de vidéos, vous pouvez regarder. Mais je m'attarde un peu trop, c'est pas le propos. Moi, Michael Jackson, ensuite, j'ai compris d'où il venait, son milieu religieux, son milieu spirituel, sa famille, son père, sa mère. Et puis surtout après le milieu quand il est rentré dedans. Michael Jackson, quand vous voyez comment ce qu'il a été à la fin de sa vie, c'est-à-dire une personne qui était perdue psychologiquement, il était perdu, il a été vraiment déglingué humainement et depuis enfant. Hein, et c'est la trajectoire qu'il a eue, c'est-à-dire une trajectoire d'enfant perdu, d'enfant utilisé. C'était un objet, Michael Jackson, finalement, quand vous regardez sa vie. Il était un objet par rapport à ses parents, par rapport à la secte de laquelle il était issu, donc les témoins de Jéhovah. Ensuite, il est rentré dans l'industrie musicale très jeune avec ses frères, mais c'était lui qui avait le plus de talent, c'est lui qui a été visé, qui a été utilisé, qui a été manipulé, et donc qui a été donc ça a fini par, d'ailleurs vous regardez, ils sont tous un peu bizarres dans la famille Jackson, hein, tous, hein. Sauf que lui, c'était le plus doué, c'est celui qu'on allait le plus user, et c'est celui qui a fini par exploser en plein vol. Il est mort quand même à 51 ans dans une histoire étrange. Et surtout, vous avez vu tout ce qui lui est arrivé. Et surtout, à la fin, moi, les dernières images de lui que j'ai, donc c'était en 2009, quand je le voyais revenir pour son futur tour de tournée mondiale qui s'appelait This Is It. On voyait les répétitions, vous savez, il devait tourner, la première date c'était à Londres, je crois que ça se passe à Londres. Donc il ouvrait le bal de la tournée à Londres, il n'était pas prêt, il prenait des cachetons, etc., des produits pour garder le rythme, parce qu'il n'arrivait pas à dormir en fait. Il était donc tellement dépendant des drogues depuis son accident pour la pub, là, il s'est brûlé la moitié du crâne chevelu. Je crois que c'est ça. Du cuir chevelu, pas du crâne chevelu. N'importe quoi. Il a eu un accident à Spot qui a explosé, il a eu des flammes, etc. On a eu les images quelques années après, enfin même 25 ans après l'accident, on a eu les images. Juste après sa mort d'ailleurs. C'est là où ils nous ont sorti les images. Étonnant, hein. Avant ils les avaient, mais elles n'avaient pas fuité. Puis après, il est mort, et ensuite on a vu qu'en fait il a eu un grave. On avait les images, bah oui, c'était un clip. Donc il y avait des caméras qui tournaient, bref. Et donc il a été donc utilisé, usé. Il a été détruit, et au final, il est mort dans une histoire assez étrange. Quelque chose d'assez similaire à la mort du comédien Matthew Perry de Friends, celui qui joue le rôle de Chandler, pour ceux qui connaissent Chandler. Mr. Bing. Il faut avoir les références. Il est mort, lui, il était pareil, il était drogué, lui, et il prenait des doses de cheval. Et ceux qui le fournissaient, des médecins, ils l'ont fourni des doses de cheval, juste pour le dépouiller. C'était $2000 la dose. Il en prenait plusieurs par jour. Je vous laisse imaginer le pognon qui se faisait les mecs. C'est des doses qui coûtaient 20 balles, hein. C'est comme un shoot d'AstraZeneca, c'est pareil. Ça coûte 20 balles. Ils lui vendaient $2000. C'est pareil, dollar-euro. On va pas chipoter sur la conversion. Mais voilà. Et donc, il se faisait de l'argent sur le mec, et il en fournissait 5, 6, 7, 8, 12. Je parle de Matthew Perry. Je crois que c'est ça, Matthew Perry, qui s'appelle, hein, parce qu'ils s'appellent tous Perry aux États-Unis là-bas. Et je les confonds, parce qu'il y a le mec de Beverly Hills qui s'appelle Luke Perry, et lui aussi, il est décédé, mais il est décédé d'un AVC. C'était autre chose. Bref, peu importe. D'ailleurs, il y avait son couple à l'image, lui et Luke Perry, là, donc, dans Beverly Hills, et l'autre qui s'appelait
qui est décédée aussi pas longtemps après d'un cancer, l'actrice Brenda. Son personnage était Brenda et lui c'était il s'appelait comment? Enfin, Luc Perry, voilà, les deux sont morts, hein. C'est étonnant, hein. C'est les deux couples à l'écran mythiques de cette série qui sont morts. Bref, un d'un cancer, l'autre d'un AVC. La vie, elle est assez étrange. C'est la vie, hein, mais c'est comme ça. Et lui, donc Michael Jackson, lui, il est mort en 2009. Et pourquoi je dis tout ça? Parce que quand vous regardez sa vie et vous regardez comment il a été utilisé et comment il a fini et sur quoi on s'est basé pour le salir et pourquoi on l'a sali et pourquoi on continue à le salir aujourd'hui, c'est parce que le fait Michael Jackson, c'était une victime et on l'a fait passer en bourreau et on l'a sacrifié sur l'autel du mensonge pour pouvoir ensuite continuer à mentir sans que ça ébruite Michael Jackson. Donc, comme je le disais, peut-être je l'ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit, il est connu dans le monde entier. Jusqu'à aujourd'hui, il est connu dans le monde entier. Tout le monde le connaît. Même si vous n'aviez jamais vu de ses clips ou quoi, le nom, vous l'avez déjà entendu. Et d'autant plus de son vivant, où c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Vous alliez dans n'importe quel pays, du fin fond d'un désert ou des montagnes reculées, si vous trouviez quelqu'un, au bout de 3 personnes, il y en avait un qui vous dit « Ouais, je sais qui est Michael Jackson, j'ai déjà entendu parler de lui, c'est un musicien, un chanteur américain. » Et tout le monde savait qu'il avait plus ou moins changé de couleur de peau, ce qui est quelque chose de très étrange aussi. Bon, il y avait une maladie de peau, on est d'accord, mais après c'est parti tellement loin. Et surtout, il a fait de la chirurgie esthétique et c'était ça qui était flippant. Les images de lui, ça j'avais terminé, j'avais oublié mon propos, qui était de lui à la fin de sa vie. Il était terrifiant physiquement, il faisait peur. Moi, je le regardais, j'avais de la peine. Donc, je sais ce que je disais tout à l'heure, donc je n'étais pas allé au bout de ma pensée. On voyait les images de répétition, c'était des petites images, hein, comme ça, des gens qui filmaient de l'équipe. Donc, il était sur la scène, je ne sais plus où. Je pense que c'était encore aux États-Unis. Hein, il répétait pendant un certain temps. Et il savait qu'il n'était pas prêt, bref. Mais on voyait des images de lui, puis quelques interviews, quelques petits bricoles comme ça, les mois avant son décès, et on voyait physiquement, moi, j'ai été choqué, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment choqué. Moi, j'étais resté sur l'image de lui. Après, je l'ai perdu de vue parce que bon, il était parti dans d'autres procès, puis encore d'autres problèmes. Et j'étais resté sur l'image que j'avais lui à l'époque de son album je sais plus comment il s'appelait l'album, mais c'était le titre qu'il avait fait, Rock My World. Voilà, c'est ça. J'étais resté à ça, 2001, 2002, quelque chose comme ça. J'avais acheté le CD 2 titres à l'époque, ça existait encore, les CD 2 titres. Je sais pas si ça existe encore. Mais à l'époque, il y en avait. Ça s'achetait, ça se vendait comme des cassettes de titres aussi. Ça se vendait bien parce que vous vouliez pas acheter un album entier, c'était plus intéressant. Ça coûtait, je sais pas, moi, 20 balles, peut-être un truc comme ça, alors qu'un album, ça coûtait 150 balles. Je parle en francs, évidemment. En moyenne, hein, c'est des moyennes que je donne. Et donc, j'avais acheté le 2 titres j'aimais bien. C'était un peu style New Jack, funk, mais c'était pas de lui. Mais bon, ça s'appelle Rock My World, vous regardez. Donc, à l'époque, physiquement, ça allait encore bien. Même si c'était étrange, son apparence, avec tout ce qu'il avait fait, etc., puis sa maladie de peau qui s'était aggravée, donc le maquillage, etc. Mais c'était encore humainement correct. Mais après, donc 7 ans, 8 ans après ça, quand je l'ai revu apparaître, moi, je commence à me dire, oh, mais là, on est parti dans un freak show. Il me faisait peur, il me faisait de la peine en plus. Et je me suis dit, mais qui va aller le regarder chanter un truc comme ça, dans l'état où il était, physiquement, je veux dire, c'est plus le même bonhomme, quoi. Et c'était flippant, mais on n'avait pas là, le retour de choses derrière. On l'a un peu forcé à faire sa tournée, il était endetté, il était dans la merde, et bref. Il s'était jamais remis de tous ses procès, en rapport avec l'abus d'enfants, voilà. Et moi, quand j'écoutais un peu tout ça, quand je voyais un peu tout ça, et puis surtout, j'avais découvert beaucoup de choses sur le monde démoniaque de ce qui se passait depuis un certain nombre d'années, qu'une fois avoir mis en perspective son parcours et sa vie, j'ai connecté les points, comme dirait l'autre. J'ai connecté les points. Je viens de fermer d'une porte, hein, c'est rien, c'est normal. Et les points, moi je me suis dit, lui, Michael Jackson, quand on voit son parcours, d'où il vient, on voit que donc c'est un enfant qui a été utilisé, qui avait un don exceptionnel, mais il a été victime de ceux qui l'ont accusé ensuite. Et je vais expliquer pourquoi. Je vais essayer d'être bref. Bien que je suis long depuis tout à l'heure et je voulais faire une vidéo courte, mais bon, peu importe. Il était donc, pour moi, il a été choisi par rapport à son talent, mais pas par hasard. Il a été choisi depuis qu'il était enfant. Donc, ils avaient tous du talent dans sa famille, mais lui, c'était le joyau. Il était exceptionnel. Il savait tout faire, tout petit. La voix, la danse. Et il avait une qualité exceptionnelle.
c'est pour créer de la musique, alors qu'il connaissait rien à la musique, il n'avait pas étudié le solfège. Il savait qu'il jouait un petit peu de guitare, un peu de piano, mais de manière très, très superficielle. Par contre, il avait tout à l'esprit. Il entendait les mélodies, il les rejouait avec sa bouche, avec des audios. Il faisait du beatbox, si vous voulez. Mais il rejouait tous les instruments. Et j'ai entendu des audios aussi. Les audios sont facilement écoutables sur Internet, où il chante. C'est des maquettes de chansons. Donc, il y a Thriller, Beat It, tout un tas de chansons qu'il a faites. Il les a composées, entre guillemets, les plus connues pour la plupart. Pas toutes. Hein. Thriller, par exemple, c'est pas lui. Ou, comment elle s'appelle je viens de le dire, Rock My World, c'est pas lui. C'est un mec qui fait de la New Jack, etc. Il a composé. Mais lui, il arrivait ensuite à se les faire siennes et à les améliorer. Voilà, bref. Et le mec était très, très doué. Il avait un don. Il dormait, il entendait une mélodie, il la ressortait, il la rejouait. Ou il était frappé comme ça d'inspiration venue de nulle part. Comme ça le prenait, il s'enregistrait. Et après, il faisait tous les chœurs, les voix, les rythmiques. Il les chantait. Il donnait ça aux musiciens. Et les musiciens, ils rejouaient. Les mecs qui connaissaient la technique musicale. Donc, les guitaristes, les pianistes, les saxophonistes et tout ce que vous voulez ensuite. Il y avait tous les ingénieurs du son, etc., qui arrivaient à remettre tout ce qu'il disait. Et il avait le temps, le timing. Hein, il donnait tous les tempos, tous les timings, comment il voyait tel instrument à tel moment, comment il devait le jouer. C'était incroyable. Ça me faisait penser un peu à Barry White, qui était comme ça, mais lui, c'était différent. Lui, Barry White, c'était un vrai musicien, qui était très fort, très, très fort. Je parle au niveau de la technique, je m'en fous de ce qu'il disait au niveau des chansons, des paroles, etc. C'est pas mon propos. Hein. Je parle juste au niveau technique, au niveau création, ils étaient très, très forts. Lui et chacun son niveau, et Barry White et Michael Jackson étaient très doués. Bref, donc, je continue mon propos. Donc, il avait un don et c'est pas tombé sur l'orteil d'un sourd, comme le dirait d'ailleurs personne. Il a été très rapidement repéré, faisant partie d'une secte. Je pense que ça a aidé largement à ce qu'il se fasse, entre guillemets, coopter et utiliser par les membres qui ont des adorations du côté obscur de la force, pour faire simple et pour pas rentrer dans les détails, mais ceux qui comprennent les mots comprennent ce que je veux dire, ceux qui me connaissent comprennent ce que je veux dire, et il a été comme ça et utilisé au fur et à mesure, et très rapidement, le groupe a été formé, a commencé à marcher, mais c'était Michael Jackson qu'on voulait, c'était lui qui faisait vivre les choses, c'est lui qui avait le talent, c'est lui qui avait l'originalité, et il chantait magnifiquement bien, en plus de tout le reste. Il a signé rapidement chez la boîte j'allais dire un gros mot, bref, qui s'appelait la Motown, donc célébrissime Motown, avec les fameux Stevie Wonder, Otis Redding, je crois qu'il l'a fait là, Otis Redding qui était aussi là-bas, tout ça, Barry White, je crois qu'il y était, je crois, si je dis pas de bêtises. Toute la Motown, c'était tous Marvin Gaye, je l'ai dit ou pas, Diana Ross, Lionel Richie, et il y en a plein. Les plus connus sont passés là-bas. Donc il y avait un son Motown. Motown qui veut dire motor, town, la ville des voitures. C'était Détroit. Donc, contraction Motown, voilà. Avec les fameux Berry Gordy, qui a signé donc Stevie Wonder et donc Michael Jackson, et d'autres donc illustres chanteurs de la musique des années 60, 70 et 80. Et il les a signés, et ensuite il a été pris en charge. Et je pense que c'est à partir de là, et je pense que c'est même peut-être avant, où je pense, alors là, ce que je vais dire, ça engage que moi. Il a été fractionné par des abus. Des abus en dessous de la ceinture par des adultes. Ils avaient un projet pour lui, parce qu'il savait d'où il venait, ses capacités, ses qualités. Ses parents, et je pense son père, pas sa mère, mais son père, a une responsabilité immense. Je pense qu'il a, encore une fois, ça n'engage que moi, ce que je dis. J'ai des soupçons de choses qui ont dû être faites envers Michael Jackson depuis son enfance et durant une grande partie de sa vie, avant qu'il glisse entre les doigts de ceux qui l'avaient façonné et utilisé, et qu'il se retourne contre eux, et ensuite qu'on l'utilise et on lui fasse porter le chapeau de ce qu'il avait lui-même subi. Et c'est ça qui est diabolique dans toute l'histoire. Il a donc été, je pense, vraiment fractionné par du trauma sous la ceinture, par des adultes. Je suis presque sûr. Mais par contre, je n'ai aucune preuve. Hein. C'est vraiment de la déduction. Donc je le répète encore une fois, mais je n'étais pas la pierre en me disant ouais, t'as pas de preuve. Je le dis, j'ai pas de preuve. Mais je pense vraiment que c'est ça. Donc je prends mes dispositions avec je fais attention à ce que je dis, je préviens que je n'ai aucune preuve, mais je le dis quand même, parce que je le pense vraiment. Voilà. Sinon, je ne parlerai pas. Il a été, donc, dès son enfance, je ne saurais pas dire à quel âge, mais très jeune, il a été utilisé et été fractionné. Et ensuite, on l'a régulièrement entretenu, son fractionnement. Et je pense que très rapidement, ça a fracassé sa personnalité. Très rapidement, ça l'a tellement traumatisé
Je pense qu'il a ensuite, son corps a fait une réaction où il a arrêté de grandir intérieurement. Et son corps a grandi, et souvent, il y a une info qui revient, souvent non, mais qui revient ponctuellement, sur son rapport, on pense qu'il n'a pas eu de puberté, malgré qu'il a eu une taille d'adulte, hein. Il avait pas de barbe, il était imberbe, il a pas de moustache, pas de barbe, sa voix, elle a quasiment pas changé. Elle a changé, hein. Même son pif, il a changé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il avait un complexe quand il est devenu adulte. Mais en fait, il a eu une partie de, comment on appelle, décidément, j'ai un truc de mémoire. Sa puberté, elle a été partielle. Il y a une partie qui a eu lieu et il y a quelque chose qui est resté quand même bloqué. Et je pense que c'est les points que je viens de soulever. Et je pense que c'est dû à ces fractionnements sous la ceinture violents qu'il a subis pendant son enfance. Et ça s'est vu toute sa vie. Ses grands frères, d'ailleurs, quand ils sont tous devenus adultes, ils n'ont pas fait grand-chose musicalement. Après, il y a eu son frère, là, Jermaine Jackson, qui s'est converti à l'islam. Ça me fait rire, parce que quand je le vois, je me dis, si on me le dit pas, je me dis, ah ouais, d'accord, ok, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, hein, je veux dire, chacun il va mider sa part, même maintenant, comme on dit, le trou du lézard, hein, tous les musulmans, on est tous rentrés dans le trou du lézard, donc on s'est adapté à un monde qui est tout sauf en accord avec l'islam, mais on s'est dit, bon, on va faire comme eux, c'est bien. Un jour, on va faire du gospel dans les mosquées, et ils diront, mais c'est normal, tout à fait normal, bien sûr. Il y a un orgue dans une église, pourquoi nous, on ne ferait pas les musulmans? On s'adapte, le trou du lézard. Bref, peu importe, c'est pas le sujet. Et donc, voilà, ils n'avaient pas le talent, ils n'avaient rien, mais lui a été vraiment la cible et il a été utilisé et il a été donc traumatisé d'une manière assez violente. Et il avait toujours ce talent de recevoir des capacités musicales, de création musicale qui tombaient du ciel. Et ça tombe pas du ciel justement, ça tombe d'apparence du ciel, mais il y a toujours comment on appelle ça, un transmetteur. Il y a toujours un transmetteur, vous le voyez pas, mais il y a quelqu'un qui transmet. Sauf que voilà, c'est notre perception, notre acuité, elle est sous-développée pour avoir accès à l'intégralité du spectre de ce qui nous entoure. Et donc, il y a beaucoup de choses qui nous dépassent. Pourtant, elles sont bien réelles, ces choses. Elles agissent concrètement, elles ont une influence sur nos vies à nous en tant qu'humains, mais on le voit pas. En positif ou en négatif. Et comme on le voit pas, ça n'existe pas. Et donc, ce que je suis en train de vous dire, ça parlera peut-être à quelques personnes, mais il y en a beaucoup qui vont pas comprendre ce que je suis en train de dire. Mon explication depuis quelque temps, là, elle est sortie du rationnel pour intriguer des gens qui vont dire ouais, c'est nul, ils vont rejeter ce que je dis. Libre à eux, évidemment. Dieu merci que tout le monde n'est pas d'accord avec ce que je dis. Même si je trouve ça dommage. Mais en même temps, c'est la logique, on peut pas être d'accord avec tout le monde. Mais bon, peu importe. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. Ce qu'il savait déjà faire depuis petit, et c'est pas tombé du ciel, il a continué à le faire pendant un certain nombre d'années, parce que ça a accentué encore une fois son rapport avec l'autre côté du miroir, et ceux qui l'encadraient, il y a des gens, alors pas forcément tout le monde, mais il y a une partie de personnes qui savaient ce qu'il faisait avec lui. Et je pense que c'est pas le seul, Michael Jackson. C'est pas le seul. Il y a d'autres qui ont dû avoir qui ont eu une vie étrange, qui ont été essorés, puis ensuite ils ont disparu, soit de manière violente, soit complètement disparus, soit, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, et des gens sûrement très connus. Je citerai pas de nom là. J'ai rédigé différents articles sur le côté obscur et le monde musical, que j'ai mis dans des textes que je publierai peut-être un jour. Je sais pas, j'en ai plein. Hein. Pareil, j'ai tapé tellement dans des domaines que maintenant, j'ai tellement de textes que je me dis, bon, ouais, qu'est-ce que je vais dire? Je vais parler de tout et n'importe quoi. Puis j'ai l'impression que ça va pas servir à grand chose, donc je préfère, pour l'instant, je verrai ce que j'en fais. Je parle pas spécialement de Michael Jackson, là, mais j'en ai plein sur, oula. Il y en a plein. Bref. Et comment dire? Et donc, sa vie était comme ça pendant un certain temps. Et ensuite, il s'est fait très rapidement alpaguer par Quincy Jones, qui, moi, je pense, est un des gros responsables de ce qui lui est arrivé dans son déglingage. J'ai pas de preuves, encore une fois, je vous le dis, hein, j'ai pas de preuves, mais pour moi, clairement, le mec, il a un rapport avec Michael Jackson qui est assez, entre guillemets, ils disent fraternel, et même pas fraternel, mais paternel, et il le voit comme un père, machin, tout ça, tout ce que vous voulez, alors que moi, j'y crois pas une seconde. Par contre, c'est un très bon musicien, Quincy Jones, il n'y a pas à dire, c'est pas le sujet. Il a vécu en France pendant un certain nombre d'années, puisqu'il était à Paris avant d'être connu. Hein. Il était un jazzman et il faisait des tournées en France les années 50-60.
Il y a énormément de jazzmen américains, la plupart sont venus en France et ils faisaient des tournées à Paris, dans le sud de la France. Ils faisaient les festivals, etc. Ils vivaient un certain nombre de mois en France avant de repartir aux États-Unis, à l'époque de la ségrégation raciale. Donc, pour vous dire, ils vivaient de leur art aux États-Unis, mais c'était compliqué. Ils venaient en Europe et ils étaient très friands de jazz en France en particulier. Et, c'était vraiment une seconde patrie pour beaucoup de musiciens et de chanteurs américains, jazzmen. Et donc, peu importe, c'est pas le sujet. Donc, il a donc pris sous sa coupe Michael Jackson et il a fait les plus grands albums avec lui, les plus connus au monde, en particulier Thriller et je crois que c'est Bad ensuite. Et ouais, Black and White, je suis pas sûr que ce soit lui, encore que j'ai un doute après, franchement, ça m'intéressait plus de savoir. Mais les deux plus gros qu'il a fait, c'était avec Quincy Jones. Il a même fait, je crois, Off the Wall, qui était donc juste avant Bad. Pas Bad, Thriller. Et donc, quoi dire de plus là-dessus? Eh ben, ce qui se passe, c'est que ça a fonctionné à un certain moment, puis après, la machine s'est déréglée. Il avait différentes façons de voir le monde, et il commençait à comprendre des choses, mais lui, dans sa tête, c'était un enfant. Il l'avait tellement déglingué. Donc lui, il était resté, il voulait jouer, parce qu'il n'a pas eu d'enfance, il est resté enfantin. Et son rapport avec les gens était enfantin, avec les adultes comme avec les enfants. Donc il voyait pas le mal, le vice, le calcul, etc. Il le voyait pas vraiment. Et même s'il le voyait, ça dépassait pas, de mon point de vue, les capacités de compréhension d'un enfant de 8-9 ans par rapport au vice, par rapport à tout ça. Le lendemain ou le surlendemain, c'était oublié. Si quelqu'un lui faisait du mal, ça lui faisait du mal, mais ça durait pas trop longtemps. Après, il pouvait ensuite, je pense qu'il effaçait ce ressenti. Peut-être même qu'il avait même pas les ressentis de haine ou de vengeance. Je pense qu'il avait même pas ça. J'ai l'impression. C'est mon ressenti. Donc je pense qu'il s'est fait manipuler et après, donc tant qu'il était dans le bon sens du rail, eh ben ils l'ont utilisé, ils l'ont laissé faire, ils l'ont pas nui. Il a produit ce qu'il a produit, il a enrichi à hauteur de sommes colossales ses producteurs et tous les gens qui gravitaient autour dans la production. Je vous laisse deviner qui s'est fait de l'argent sur son dos pendant des années. Et ensuite, quand il a, en fait, ils l'ont laissé faire ce qu'il devait faire entre guillemets. C'est-à-dire il a jamais caché qu'il aimait bien les enfants, qu'il jouait avec eux, qu'il avait un parc d'attraction, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui tournaient autour pour profiter de lui. Vous imaginez le mec, il est millionnaire, peut-être même milliardaire à l'époque. Il était connu du monde entier, il était au summum de son art et il adorait jouer avec les enfants. Et donc, vous pensez bien qu'il y a des familles de vicelards, surtout aux États-Unis, où le vice est une seconde nature, chez beaucoup de gens. Et ils ont flairé le bon coup. Ils se sont dit, putain, le mec, il est à moitié teubé au niveau de la confiance. Il est pas fini. On a des gosses, on va lui mettre dans les pattes pour se faire de l'oseille. Voilà. Alors, au début, ils allaient gratter là-bas, gratter une journée, 2 journées, se balader, se voyager, etc. Parce que c'était sympa quand même. Puis ensuite, ils ont vu que le mec, il ouvrait les portes à tout le monde, il faisait rentrer certaines familles. Surtout si vous étiez un enfant qui avait des problèmes de santé ou quoi. Là, c'était le jackpot. Le mec, il ouvrait ses portes. Tu viens, t'es mon ami, il revient tous les week-ends, je t'offre des cadeaux, etc. Parce que c'était ça. C'est ce qu'il faisait. Et il y a des familles, en particulier ceux qui lui ont fait faire les procès les plus coûteux et les plus retentissants, j'ai oublié les blazes. Hein. C'est 2 familles, dont une où leur gamin, c'était un escroc. C'était vraiment un escroc. Pas le gamin, sa famille. Et le gamin était manipulateur quand même. Et il a réussi, il avait un cancer, je pense que c'était vrai, hein, le cancer. Mais les cancers enfantins, alors c'est compliqué, mais là, pour lui, il avait un cancer et ensuite, il a été guéri. Donc, c'est un cancer sanguin, ils se guérissent, entre guillemets, mieux que les cancers autres. Alors, je sais pas les termes, mais bon. Et donc, pour le coup, il est rentré dans la famille et sa famille l'a piégé. Parce qu'il dormait avec eux, etc. Donc, il y a eu aussi une info quand il disait qu'il dormait avec les enfants dans sa chambre. Effectivement, c'est vrai. Sauf que ce qu'il précise pas dans les journaux, dans les témoignages, il y a personne qui le précise. Il y en a un seul qui l'a dit, c'est Macaulay Culkin qui disait, en interview il y a longtemps, à l'époque quand on l'accusait vraiment, il disait, mais oui, on dormait dans sa chambre, mais sa chambre, elle faisait 2 étages. C'était un appartement, sa chambre. C'est-à-dire qu'il y avait des lits en haut, en bas, à droite, à gauche, mais tout le monde dormait ensemble, voilà. Et déjà, là, vous le dites, ah ouais, mais c'est pas dans le même lit, déjà. Et même si c'était que ça, c'est un enfant dans sa tête. Il dort avec des enfants. Et il y en a beaucoup, je n'avais pas terminé ma phrase, qui disait qu'il n'avait pas un développement, on va dire, sexuel complet. Il n'avait pas, voilà, il n'avait pas tous les attributs d'un adulte, si vous voulez. Bien qu'il ait grandi comme un adulte, je crois qu'il faisait 1m75, 78, quelque chose comme ça. Enfin, il était adulte, quoi. Il avait un corps d'adulte. Mais vous voyez, il lui manquait d'autres attributs. La pilosité, le reste côté enfantin, et même au niveau des spirituels, intellectuels, il était resté quand même très, très, très enfantin. Et les gens vont vous dire, c'est parce il a le syndrome de Peter Pan. Ouais, c'est un syndrome qui n'est pas tombé du ciel. Il a été provoqué, ce syndrome. Et ce syndrome, c'est pas Peter Pan, c'est le syndrome du trauma. Il y a des enfants qui deviennent tellement fous quand on les traumatise, quand on entend les traumatismes
traumatise, pardon, avec des actes sous la ceinture ou en les faisant assister à une action violente ou à quelque chose de criminel, un enfant qui voit ça à 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui subit ou qui voit ça, vous le fracassez à vie, pour toujours. Et après, ça devient une coquille vide. Si vous savez le faire, le gérer, vous pouvez ensuite la remplir, cette coquille, de ce que vous voulez. Si vous cherchez les infos là-dessus, regardez toutes les expériences que la CIA a faites pendant des décennies, dans les années 40, 50, 60, 70, et peut-être même jusqu'à aujourd'hui, mais tout ce qu'ils ont déclassifié, pour vous dire, quand ils déclassifient quelque chose, c'est l'iceberg qui est la partie émergée. La partie immergée, vous ne la verrez pas. Donc, ils vous montrent que ce qu'ils veulent bien vous montrer, et c'est jamais grand-chose. Et quand vous lisez ce qu'ils ont déclassifié, vous êtes choqué. Alors, imaginez ce qu'ils n'ont pas montré. Je vous laisse imaginer l'ampleur de la diablerie qu'ils gardent cachée encore aujourd'hui, peu importe. Et donc, ils ont profité de ça, ils savaient très bien. C'est comme un compromat, vous savez, vous faites une vidéo de quelqu'un que vous comptez tenir. Pour l'instant, il est avec vous, mais pour qu'il ne vous trahisse pas le moment venu, si jamais il change d'avis, vous faites en sorte de pouvoir le compromettre. D'où le fait de filmer pendant une situation. S'il aime les petits-enfants, bah, vous le filmez là-dessus, vous vous en mettez dans son entourage pour qu'il faute, et puis vous avez les caméras qui sont prêtes à tourner. Vous provoquez les choses. S'il aime je ne sais pas quoi faire déguisé en femme, eh ben, faites en sorte de le capter en ce moment-là, ou n'importe quoi, imaginez tout ce que vous voulez. Tout le monde a des petits secrets, des petits défauts, et qu'il n'aimerait pas qu'on révèle. Chacun a ce genre de défauts. Il y en a c'est grave, il y en a c'est pas grave. Et donc, Michael Jackson, bah, il savait très bien que c'était même pas un compromat en vérité, parce que lui-même ne le comprenait pas le truc. Il l'affichait à tout le monde. Oui, bien sûr, je dors avec des enfants. Oui, je me sens comme un enfant. Quel problème à s'amuser avec des enfants? Il disait des choses comme ça. Donc, il s'est coulé lui-même, mais c'était pas parce qu'il n'avait pas compris les enjeux. Voilà. Et il a été utilisé. Et donc, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, il a eu une prise de conscience. Je ne sais pas comment, je ne sais pas où, je ne sais pas pourquoi, mais il a eu une prise de conscience et il a commencé à essayer de sortir de tout ça. Sauf que les gens lui ont dit non, t'es une autre chose. On t'a façonné, on t'a fracassé, mais tu le sais peut-être pas. On t'utilise maintenant, tu continues à être d'autres choses. Sauf que lui, il a essayé, il a compris que il y avait quelque chose de méchant qui était autour de lui. Il ne sait pas qu'il l'a compris, il le savait, mais là, il en a eu conscience. Et c'est là où sa chute a commencé. Et ils lui ont remis tout dans la gueule et ils lui ont fait porter le chapeau des crimes qu'il a subis. Autrement dit, lui-même victime d'abus sous la ceinture d'adultes qui l'ont façonné musicalement, pas musicalement, mais je veux dire médiatiquement, qui l'ont exploité, qui ont récupéré une partie qui leur a fait gagner beaucoup d'argent. Et je pense qu'irrégulièrement, il devait remettre une mise à jour pour l'avoir sous la coupe, et au bout d'un moment, il ne devait peut-être plus accepter. Parce que je suis persuadé que ça a duré toute sa vie, à intervalles réguliers, où, voilà, comme à Windows, on passe à une nouvelle version pour avancer. Parce que ça évolue, la technologie. Et ben là, la manipulation évolue, il faut toujours avancer. Et puis, quand vous goûtez une fois, dans ce domaine-là, il y a toujours une surenchère. Hein. Les démons ne se contentent pas d'un petit truc, ça va toujours de plus en plus loin. Et jusqu'à la mort à la fin. Et donc, vous pouvez voir, pour ceux qui ont encore un doute sur ce que je suis en train de raconter, renseignez-vous sur les joueurs de foot camerounais. Il y a un témoignage magnifique. Enfin, quand je dis magnifique, il faut le comprendre dans l'autre sens, mais de vérité, magnifique de vérité. C'est un Camerounais, un joueur de foot, je crois, qui expliquait que dans l'équipe du Cameroun, dans les années 90-2000, ils avaient recours à certaines diableries pour réussir, pour signer un contrat en Europe, etc. Et il expliquait ce qu'on leur proposait. Il y avait donc entre guillemets, des marabouts qui venaient proches d'entre guillemets. C'était des marabouts pratiques totalement anti-islam, je le rappelle juste, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est tout. Beaucoup de musulmans le feront, en particulier en Afrique noire. Mais au Maghreb, on n'a pas été épargné, puis un peu partout. Marabout, ça veut dire, en arabe, on dit marabet. Marabet, c'est celui qui est attaché, qui est lié. Et il est lié à quoi? Aux entités démoniaques. Mais bon, après, on va dire, non, c'est pas tout à fait ça, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Rien à battre. Faites ce que vous voulez, vous pouvez tourner autour du pot, inventer des choses, etc. Le trou du lézard, on y est dedans depuis longtemps. On le sait même pas, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est chaud. Et donc, il y a des mises à jour, il a dû les refuser, probablement. En tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est passé à un moment, dans fin des années 90, qui a provoqué un éveil chez lui et qui a fait qu'il s'est retourné contre ses mentors, contre ses dirigeants, qui vous voulez, et ils l'ont fait payer cher, et ça a pris un certain temps, et ensuite ils l'ont rebalancé à la gueule, donc le compromettent, en lui disant, regarde ce que c'est toi, regarde, ils ont monté des gens, des familles, directement ou pas, peu importe, c'était pas compliqué, hein. Il y avait de l'argent à prendre, les gens, vous leur faites comprendre qu'il y a de l'argent à prendre, on va te soutenir si tu veux aller témoigner contre lui, vas-y, les procédures les étaient lancées, et les mecs à la fin, ils ont eu de l'argent, il a lâché 20, 30 millions de dollars, 40 millions, je ne sais plus combien il a lâché en tout, mais il a lâché un sacré paquet d'oseille, ça c'est mon pied à heurter, c'est rien de grave.
qui a heurté une chaise. Donc voilà, c'est assez démoniaque cette façon de faire. Et ils l'ont détruit. Et en plus, il a eu ses accidents, il a eu ses problèmes de produits qu'il a pris parce qu'il avait des antidouleurs qu'il prenait pour ses problèmes au niveau du cuir chevelu et ses douleurs qu'il avait pendant un moment. Ça l'a rendu dépendant. Donc tout le reste de sa vie, il était dépendant déjà de ces produits-là. Il avait sa maladie qui a bouffé sa peau, sa couleur de peau, etc. Donc il a fait ce qu'il a pu pendant un certain temps. Et surtout, ensuite, il est tombé accro à la chirurgie esthétique. Il s'est fait refaçonner le visage. Ouais, ouais, il s'est fait refaçonner, je ne sais pas combien d'opérations il a fait, Meskin. Et à la fin, il a eu ce visage qui était flippant. Et il était attaqué de tous les côtés. En fait, il est rentré dans une spirale de destruction et il était attaqué de tous les côtés. Et à la fin, il a fait des chansons qui étaient pour dénoncer. D'ailleurs, il l'a fait, celle qui s'appelait Don't Care About Us, je crois que ça s'appelle comme ça. Je crois que c'est ça le titre. Oui, il tourne ça dans une favela au Brésil, à Rio. Les paroles sont assez. Il parle de poursuis-moi, suis-moi. Je sais plus exactement les paroles, mais c'est un truc comme ça où il parlait des juges, etc. Vous pouvez m'attaquer, ça fera rien. Et de toute façon, vous intéressez pas aux pauvres, ils n'ont pas de valeur à vos yeux, en parlant des gens des bidonvilles, mais c'était général. Et il n'avait pas peur de dire des vérités. En gros, c'était ça à peu près les paroles. J'ai un doute, mais c'est quelque chose comme ça. Et on le voit bien. Hein. D'ailleurs, ce morceau-là était fait qu'avec que des percussions. Je crois qu'il n'y a pas d'instrument. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'était ça. Il était assez étrange et assez incroyable ce morceau dans sa façon d'être construit, dans son chant, ça pareil, il a imaginé de lui-même hein, tout ça. C'était toutes les musiques et toutes les rythmiques qu'il les avait dans son esprit, il les a ressorties comme ça. Assez incroyable son talent. Et même s'il n'est pas complètement issu du tombé du ciel, évidemment. Il y a toujours du talent, mais il y a aussi des choses qui arrivent, comme je le disais, de l'autre côté du miroir. Mais bon, ça c'est un autre débat, encore une fois. Et donc il s'est retourné. Ben, il fallait pas se retourner contre ceux qu'il a mis en place. Ils ont réussi quand même à la fin à le faire passer pour ce qu'il n'est pas. Et à couvrir leurs crimes à eux sur le dos de leurs victimes. Ça, c'est un truc incroyable. Et ça me renvoie à l'image géniale. C'est un parallèle qu'on peut pas faire mieux, dont on ne peut pas faire mieux. Je sais pas si ça se dit, mais on va dire que ça se dit. C'est justement ce qui se passe actuellement avec l'État imposteur d'Israël et la Palestine. Ils ont inventé une histoire totale. Ils ont fait passer les victimes pour les criminels et eux, les criminels, pour des victimes qui subissent et qui se défendent alors qu'ils ne voulaient pas se défendre. On les a obligés à tuer des gens. Voilà. Les méchants palestiniens, c'est de leur faute. C'est eux qui nous ont attaqués. Et ils oublient qu'ils ont volé, ils ont tué, ils ont trahi, ils ont menti. Ils ont volé des terres et ils ont massacré des gens, ils ont déterré des corps. Je parle juste des années 50. Je parle même, donc quand ils ont volé la terre avec l'aval des nations européennes, évidemment. Et déjà, je parle juste de ça. Je parle même pas de l'histoire sur les 80 dernières années. Donc l'intégrale, je parle juste du vol de la terre. Et ensuite, toutes les infamies qu'ils ont commises pendant des décennies, jusqu'à arriver à ce qu'on voit aujourd'hui, ben non, c'est les Palestiniens les méchants. D'ailleurs, on le voit à la télévision, on le voit partout. Ça reste, les médias vous disent toujours c'est les méchants. Donc on peut faire un parallèle que moi je fais, même si certains vous trouverez peut-être ça c'est tiré par les cheveux. C'est que on peut imaginer que la Palestine, c'est Michael Jackson qui a été traumatisé et qui a été exploité. On lui a demandé de se taire quand il se rebellait. Quand régulièrement, on l'a martyrisé pour le tenir sous la coupe de la domination. Et le jour où il s'est rebellé vraiment, oui, vous imaginez ce que vous voulez dans le mot rebeller, n'importe quelle action que vous pouvez imaginer, imaginez-la, peu importe. Et là, on lui a fait payer cher cette réaction, mais plus que cher, on l'a fait porter tout le mal qu'on lui a fait, on lui a fait porter à lui en faisant croire que c'était lui qui avait diffusé ses souffrances aux criminels qui sont eux-mêmes en train de pleurer. Vous voyez, et comme disait Malcolm X, faut surtout pas écouter la presse parce qu'ils vous feront voir les criminels comme des victimes et vous feront donc détester les victimes et adorer les criminels. C'est pas tout à fait ça, mais c'est ça l'idée de sa citation qui est juste magnifique. Et quoi dire d'autre, je ne sais pas, ça fait trop longtemps, je voulais faire une vidéo de 10 minutes, ça fait presque 1 heure, je suis fatigué et je voulais pas en faire une aussi longue, surtout sur un sujet qui à la base, c'est de la musique, quoi. Mais le fond du sujet était important à mes yeux et donc je devais l'évoquer. Donc voilà. Quoi dire d'autre de plus? Donc juste pour dire, alors je termine là-dessus quand même, et je précise parce que je ne suis pas un fanatique de Michael Jackson, ni un gouroutisé, ni rien à battre. Je vous le disais au début, mais je le redis encore une fois pour ceux qui ont pas peut-être oublié ce que j'ai dit au début. De la musique, etc., j'en ai rien à foutre, c'est du vent. C'est une distraction.
S'il avait fait ce qu'on l'accuse de faire, si j'en étais persuadé, déjà, je le dirais. Je cacherai pas les choses. Je suis pas du genre à dire ouais parce que je l'aime bien. Non, il est gentil. Ah, c'est Patrick Bruel. Ouais, mais il a chanté qui a le droit, hein. Donc il peut pas avoir fait ce qu'on lui a dit. Allez, va te faire bouillir le cul. Bref, je mange pas de ce pain-là comme dirait l'autre. Comment dire? Et donc voilà, je veux dire, c'est pas mon propos d'ailleurs. Si c'était vraiment le cas, s'il avait vraiment fait ce dont on l'accuse, ben, j'aurais même pas fait de vidéo, j'aurais pas parlé, j'aurais rien dit. Voilà. Donc c'est pas mon propos, je le rappelle. Voilà, c'est vraiment une remise à jour. Je marche pas comme ça. En fait, c'est pas ça. A jamais été ma nature de cacher la vérité parce que j'ai un penchant pour cette personne, parce que ceci ou je ne sais quoi. Rien à battre, rien à foutre. Dans tous les domaines, hein, que ce soit bien clair, que ce soit dans le sport, dans la musique, dans la vie, dans la famille, dans la religion, dans tout, j'en ai rien à battre. Je fonctionne pas là-dessus. J'essaie d'être le plus objectif et j'essaye. Hein, je dis pas que j'y arrive, mais j'essaye et le plus honnête possible. Et l'idée, c'est quand même d'essayer. C'est comme disait le franc-maçon, le baron du Petit Coudrin. Autrement dit, Pierre de Coubertin. Petit Coudrin, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un rapport avec le monde occulte, un franc-maçon, tout ce que vous voulez, qui nous a expliqué que l'important c'était de participer. Moi, j'aurais traduit ça par autre chose. Participer, moi j'aurais dit et surtout à quoi? Parce qu'il parlait de quoi? Il parlait de sport. Je suis pas sûr qu'il parlait de sport. Je pense qu'il parlait de quelque chose qui se passait dans des salles obscures avec des petits enfants et avec plein de gens qui passaient et de manière circulaire, ils faisaient des choses. Vous avez compris? Ou si vous n'avez pas compris, je pense que le schéma, quand même, si vous réfléchissez 2 secondes, vous allez comprendre de quoi ça s'agit. Et c'est pas une ordonnance rédigée par Gad Elmaleh. Ah, sûrement pas. Bref, pour la ref, hein, Gad Elmaleh, c'est quoi? De quoi ça s'agit? C'est une ordonnance. C'est une vanne qu'il avait sortie. Une des rares vannes qui était issue de lui-même, jusqu'à nouvel ordre, et que je trouvais drôle. Bref, enfin, ça c'est personnel et c'est pas le sujet. Et donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que en vérité, les Epstein compagnie, Epstein, tout ce que vous voulez, en vérité, c'est du foutage de gueule. Ils nous donnent à manger, mais ils restent flous, ils donnent pas d'infos. Mais par contre, ils vous en parlent. Ouais, d'accord, ok, il y a des réseaux qui existent, on le sait. Il y a des gens de pouvoir qui ont participé. Et eux font semblant de découvrir, alors qu'ils l'ont caché pendant longtemps. Puis en parallèle, donc ça c'est depuis 4-5 ans, Epstein, vraiment, hein, parce que ça fait presque 15 ans, 17 ans, hein, que l'affaire a commencé aux États-Unis à être ébruitée, il s'est fait condamner, il a été libéré, machin. Mais en France, ça a apparu il y a 4-5 ans, quoi, mondialement, je veux dire. Alors que le mec, ça fait 20 piges, 15 piges qu'il était là. Et nous, on est là, on découvre, ah bah ouais, Epstein, il est pas cool. Mais tout le monde le savait. Mais ils ont décidé de le cacher. Mais ils n'ont pas montré l'ampleur de la chose. Ils ont juste, en surface, oui, il y a un réseau, ouais. Et il y a des gens très connus qui vont, ouais, on le savait. Si vous demandez à Michael Jackson, alors après, il y en a qui disent que Michael Jackson, il emmenait les gamins dans son parc d'attractions, là, son domaine Neverland, parce qu'il voulait les protéger du réseau Epstein en particulier. Oui, non, en fait, à la limite, on s'en fout. Peut-être que c'était ça, hein, c'est possible. Mais le fond, c'est pas ça. En fait, on saura jamais vraiment. Mais on peut imaginer que c'était ça. Mais je pense que c'était quelque chose d'autre. Lui, il aimait vraiment jouer avec les enfants. Et c'était sa nature. Et ça lui a coûté cher. Et sa franchise lui a coûté cher. Et son innocence lui a coûté très, très, très cher. Sa vie a été dramatique. Elle a vraiment été dramatique. Hein. Et je le rappelle pour certaines personnes. Peut-être que c'est inutile parce que je pense que ceux qui m'écoutaient, vous le savez déjà, mais notre vie humaine, elle est très, très courte. Même si on vit 90 ans, 100 ans, elle est très, très courte. Et on ne sait pas déjà combien de temps on va vivre, mais surtout, elle est extrêmement courte. Et pendant ce laps de temps, si on peut éviter de le gâcher pour des futilités, on peut parler de futilité. Je parle pour dénoncer les choses dans la vie à ses contemporains. Des choses mauvaises, pour les avertir que c'est mauvais et que pour éviter qu'ils tombent dans ces choses mauvaises. Si on peut éviter de parler de futilité et uniquement de futilité, en apportant des choses importantes, intéressantes et qui puissent nous nourrir nous-mêmes entre nous, c'est ça l'idéal dans la vie. C'est ça qui est important. Avertir, partager, discuter, échanger, s'informer les uns les autres. Je dis pas qu'il faut jamais rigoler, prendre les choses parfois à la légère, etc. Absolument pas. Mais par contre, faire des polémiques sur des choses inutiles, et ça, on le fait tous maintenant. Quand je dis on le fait tous, c'est vous allumez une chaîne à la télévision ou vous regardez quelqu'un sur YouTube, après je regarde pas les autres trucs, moi je sais pas tous les trucs qui servent à diffuser des vidéos et des informations, mais ce qui apparaît, c'est que c'est souvent du vent
de l'inutile et de la perte de temps. Et en plus, ça vous bouffe de l'énergie parce qu'en fait, vous y mettez du cœur. Je parle en particulier de la musique, du sport, des matchs de foot, etc., où il y a des énervements, ce qui est très choquant pour moi de voir ça. Je me dis, mais on a une vie très courte et on passe 80% de notre temps, pour beaucoup, sur des choses qui ne servent absolument à rien. C'est-à-dire que vous faites l'effort d'en parler, de vous investir dans telle ou telle chose, et vous dites, mais c'est quoi le bénéfice que j'ai moi et mon entourage dans ce que je viens de faire? Un exemple très simple, des mecs qui s'embrouillent pendant des heures, des mois, des semaines sur du football, sur son équipe, ils se déplacent, ils payent de l'argent, ils vont parier aussi, et ils perdent du temps avec leur famille, ou même pour s'instruire ou pour se faire du bien en eux-mêmes, pour le consacrer à des activités de voyage, parce qu'ils vont se déplacer, parce qu'ils vont aller regarder des matchs chez des copains pour regarder ensuite, aller commenter les matchs, parce que lui était bon, lui était mauvais, et s'embrouiller avec d'autres gens qui sont pas d'accord avec eux, et ça dure des mois et des mois et des mois, ça prend du temps et de l'argent. C'était quoi le bénéfice à la fin? Qu'est-ce que tu as appris, toi, humainement, sans parler du coût financier que ça t'a coûté, que tu as gaspillé, et sans parler du coût de temps et de présence avec ta famille, avec tes amis, que tu n'as pas passé avec eux, puisque tu es parti te friter au stade Bollard, ensuite tu es parti te friter au Vélodrome, ensuite tu t'es embrouillé devant un match, et tu as parié aussi, donc tu vas parier sur BetSport, Beatsport, je sais pas quoi, BetClick, pardon, et d'autres trucs de merde là. Qu'est-ce que tu as gagné à la fin? Rien. Puis après, ça va insulter quand c'est des matchs entre les Maghrébins, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, mais surtout les Algériens et les Marocains, quand c'est comme ça, ah, toi, t'es ceci, toi, t'es cela, ah, vous nous aimez pas, ah, ceci, ah, cela. C'est quoi cette perte de temps? Et après, soi-disant, c'est des gens musulmans, hein, puisque c'est des Maghrébins. Parce qu'il y a plein de Maghrébins qui sont dedans, et je les vois, c'est une majorité, vous perdez votre temps. Vous êtes flippants dans votre aveuglement. Je suis choqué, moi, quand je les entends parler. Oh, je les vois parler, les jeunes et moins jeunes, même les darons, des mecs en mon âge ou qui sont beaucoup plus vieux. Et ça me choque. Ça me choque, ils sont dans du vent, vraiment. Enfin bref, et puis il y en a dans d'autres domaines, hein, mais je parle de ce que je vois vraiment et les preuves que j'ai. Moi, c'est pas, je suis pas en train d'inventer. Des mecs de mon âge que je connais sont encore en train de parier, en train de s'embrouiller, machin. Bref, ils ont des gosses et tout, ils ont une situation. C'est pas des gens à la marge de la société. Ils avancent un minimum, mais ils ont des priorités dans la vie et des pertes de temps, comme s'ils allaient continuer à vivre longtemps en s'amusant, sans rien faire de propre pour eux et de constructif. Et ils pensent que c'est une façon de vivre. Punaise. Moi, je suis choqué. Bref, parce qu'on va tous mourir, et quand on va mourir, on aura des comptes à rendre sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on. Et là, on va arriver avec quoi dans les poches de nos actions? Walou, le vide. Et là, ce sera trop tard. Bref, bah voilà, ça fait longtemps, plus d'une heure, donc je vais en rester là. J'ai oublié plein de trucs parce qu'il y a plein de choses que je voulais dire, mais j'ai tellement digressé pour expliquer le postulat de départ, etc., que j'ai fait un truc très très long. Et j'ai pas envie de faire de montage, j'ai pas envie de couper pour réduire la vidéo. Je vais laisser comme ça, tel quel, avec les bafouillements, avec les longueurs et tout. Bon, bref, vous mettez en fois 1,5 si vous voulez tout écouter plus rapidement. Ça vous évitera de perdre si vous n'avez pas le temps. Moi, j'écoute toutes les vidéos en 1,5, voire des fois en 2. Ça dépend quelle personne j'écoute, s'il a un débit très lent. 1,5, c'est bien. Ça vous fait une vidéo, bah, vous gardez comme vous gagnez un tiers quand même, donc c'est pas mal. Et, bref, et quoi dire d'autre? Bah, rien de spécial. Je reviendrai avec d'autres vidéos sur d'autres sujets en fonction de l'humeur et de l'humour. Et puis voilà, donc bonne Coupe du Monde à ceux qui vont continuer à regarder ces matchs de merde. C'est quand même des matchs de merde. J'ai regardé à l'heure où j'enregistre, il y a eu jusqu'à donc la France qui a joué hier et l'Algérie cette nuit. Là, je suis le lendemain. Et il y avait l'Angleterre qui a joué, je crois, ou la Croatie. L'Angleterre-Croatie tout à l'heure. J'ai zappé vite fait, j'ai vu des images vite fait. Coupe du Monde de merde, hein, donc pays maghrébin ridicule. Je parle pas au niveau du jeu, je parle au niveau de l'engouement et du fait de jouer. C'est la honte. Avec ce qui se passe en ce moment dans le monde entier, c'est la honte, que ce soit les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, je mets les Sénégalais aussi, dans tous les pays musulmans en fait. Vous êtes la honte de ce pays. Donc il y a la Jordanie qui a joué aussi. Qui est-ce qui a eu joué d'autres? L'Irak qui a joué aussi. Bah tous, ils ont tous joué parce que je crois qu'aujourd'hui c'était quasiment le dernier jour des premiers matchs, donc ils ont quasiment tous joué. Et je sais plus qui d'autre comme pays musulman. L'Irak, l'Iran, l'Arabie Saoudite qui a joué aussi. Le Qatar aussi, mais le Qatar, bon, c'est des mercenaires, je les compte pas. Le Qatar, c'est la petite soumise d'Israël, donc j'attends rien d'eux. Mais les autres pays musulmans, honte à vous de pas avoir refusé 10 pays musulmans qui y vont pas. Ils boycottent la Coupe du Monde. Ils vont faire quoi?
Ça aurait été ça aurait eu un putain d'impact. Non, ils y sont allés. Et puis le pire, alors là, c'est devenu ridicule. J'avais dit que la vidéo était terminée, mais j'ai rebondi là-dessus, c'est fini, je termine vite. C'est que la Tunisie, ils ont fait un match de foot, ils ont perdu contre la Suède, je crois, 5 ou 4-1, je sais plus combien. Ils ont perdu le match, bon, ça arrive, hein, c'est du foot. Mais c'est pas ça. C'est qu'après, ils nous ont fait un scandale, ils ont viré l'entraîneur, Lamouchi, Sabri Lamouchi, excellent joueur à l'époque où il était joueur, justement. Après, entraîneur, bon, on s'en fout, c'est un entraîneur, quoi. Ils l'ont limogé et ils ont ramené Hervé Renard en secoureur. Et ils lui ont fait ils lui ont fait un contrat express avec, je sais pas, ils ont trouvé le budget pour lui donner l'oseille. Et il y avait des gens qui n'étaient pas contents, des supporters qui allaient voir les joueurs, qui n'étaient pas contents et tout, qui étaient aux États-Unis. Hein. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est des musulmans, ça? On est dans quel délire? Quelle perte de temps, quelle perte d'honneur avec vos étoiles de Baphomet sur les drapeaux, tous les pays musulmans, tous là. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, la Turquie aussi, je l'avais oublié, la Turquie, tous l'étoile de Baphomet, tous de la princesse, la démon Niki, qui est c'est la divinité qui est sur la Coupe du Monde. Ils vont encore l'adorer et ils sont là avec l'étoile de Baphomet, ils sont là à se taper la poitrine sur l'hymne national et ils continuent chez la mère Macrel, les États-Unis d'Amérique, l'État imposteur United Fake of America, c'est la même chose que l'État imposteur d'Israël. Je le répète, mais je le redis, c'est important de comprendre de quoi on parle. Et ils sont là à se battre, à s'engueuler, à sortir des milliers d'euros, parce que c'est ça, un entraîneur, hein, que ce soit celui de la Tunisie, de l'Algérie ou du Maroc, je ne sais pas, mais c'est des dizaines de milliers d'euros par mois, de plus tous les extras qu'ils doivent prendre en charge, alors que c'est des pays. Cet argent-là, putain, il peut pas servir à autre chose qu'à des mecs qui jouent à la baballe. Je parle pas des salaires des joueurs, je parle vraiment de l'encadrement de la fédération avec les entraîneurs, les dirigeants qui les emmènent, tout le staff et tout. Ça coûte des millions d'euros sûrement à l'année. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que c'est nécessaire? Ils sont en train de détruire les musulmans, ils les détruisent, ils les massacrent avec stratégie et avec un appétit qui est féroce comme jamais il a été. Et nous, on est là, on va jouer chez les criminels, on va jouer chez eux. On continue à jouer à la baballe. Ouais, c'est pas grave, c'est juste une parenthèse. C'est juste une parenthèse, les amis. C'est ça qu'ils se disent. Allons-y. Et après, en plus, le pire, c'est qu'ils font des prières avant les matchs. Et je parle des joueurs, mais d'autres gens dans les tribunes qui prient. Ah, Inch'Allah, il marque un but. Allez, va te pendre, en fait. Voilà. Va te pendre. À tous ceux qui sont dans ce délire-là, vous avez raté un épisode, mais pas qu'un épisode, vous avez raté une saison entière. Eh oui, c'est comme ça. Hein. On a raté sa vie, on a raté l'essentiel. Voilà. Et à la fin, on finit comme ce Saoudien ou ce Qatari, je ne sais plus, c'était un mec qui racontait ça sur une chaîne arabe. Il disait qu'il était dans un avion et il y avait un Saoudien qui était là avec sa tripotée de voyageurs. Il avait des gens avec lui, il avait plein de bagages, etc. Et à un moment, il est dans l'avion, il a été pris de... En fait, il a fait une crise cardiaque. Il était en train de mourir. Et là, les gens l'ont vu, il est en train de mourir. Il rend des lames. Et les gens ont essayé de lui dire, bah, tu vas mourir. Les musulmans, on fait en sorte que la personne, elle fait la profession de foi, la shahada. C'est la dernière chose qu'on doit faire avant de mourir. Ils ont essayé de lui dire, fais la shahada, fais la shahada. Et il a essayé, il n'y est pas arrivé. Vous savez ce qu'il disait? Il disait, alors je ne sais pas si c'est les stewards qui l'ont repris ou le témoin qui était dans une émission qui racontait ça. La vidéo, je ne sais pas si elle est encore disponible. Moi, je l'ai vue il y a longtemps, cette vidéo. Peut-être que ceux qui l'ont vue, ça leur parlera. Il essayait de faire la shahada, mais il n'y arrivait pas. Et la seule chose qui sortait de sa bouche, c'était « J'ai 5 bagages dans la soute. J'ai 5 bagages », un truc comme ça. « J'ai 5 bagages dans la soute. » Il pensait qu'à son bien matériel. Alors, c'est quelque chose de choquant et c'est symptomatique de la vie des gens. Comment on vit, ce qui nous motive, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça a été notre relation avec la vie future et notre vision de la vie future durant toute notre existence? Et c'est ça qui va ressortir le moment où on va passer de l'autre côté. Lui, c'était le bien matériel. Il avait acheté sûrement des souvenirs, je sais pas, des trucs pour ses femmes ou ses amis, des vêtements, des bijoux, tout un tas de trucs qu'il avait avec lui. Et le moment de rendre l'âme, vous pensez, on pense, ceux qui sont musulmans et même les autres, que si on devait faire une profession de foi avant de mourir, on pourra la faire. On pense qu'on peut la faire. Non, c'est pas vous qui décidez. C'est ce que votre vie et votre motivation sur cette planète va s'imposer à vous. Il vous laissera pas le choix. Lui, il aurait voulu peut-être dire la shahada, mais son corps, sa langue, elle a parlé de ses bagages qui étaient il s'inquiétait pour ses bagages. Pour moi, c'est un exemple, c'est une gifle
à notre endormissement, ce genre de situation. Et on l'est là maintenant. On l'est, en plus, le pire, c'est pas ça, c'est qu'on s'arrête sur du vent. Et on oublie vraiment, en fait, on est en train de tuer nos frères et sœurs en Palestine et ailleurs. Et pas qu'en Palestine. Mais la Palestine, c'est symptomatique, c'est visible, c'est violent, et en plus, c'est les terres saintes. Donc, c'est le combo total qui fait qu'on est obligé de regarder ça. Mais en Afrique noire, ils en tuent depuis des dizaines d'années, des millions, des millions. En Amérique du Sud, c'est pareil. Ils en ont tué beaucoup il y a longtemps, mais ils en tuent toujours avec les cartels, avec les crimes, avec les gangs. C'est une autre façon de faire. C'est pas une colonisation, mais c'est une autre façon de faire. Et ailleurs aussi dans le monde. Mais en Afrique noire, ils en ont tué, mais on peut même pas quantifier. Et ils continuent à en faire tuer. Alors, c'est par guerre interposée, etc. Vous savez le baratin. Mais c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Et là, pour les musulmans, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et pour le monde entier, en vérité. Mais le monde entier, comme il est majoritairement non spirituel, ça les concerne pas, ces considérations. Justement, ils s'en foutent. Ils sont pas concernés, ils s'en foutent. Donc pour eux, c'est baba, l'amusement, je m'amuse, je fais ma vie, je m'en fous. Je suis pas concerné, j'ai pas de responsabilité, j'ai pas de compte à rendre par rapport au massacre d'un tel ou d'un tel. Les musulmans, nous, si, et on devrait même participer. Les musulmans en tant que particuliers et les États musulmans en tant que nation, faisant partie de la communauté musulmane, mais comme elle n'existe plus, on a tous creusé un grand trou dans chacun dans nos pays respectifs. On a balancé tout un tas d'étoiles de Baphomet dedans. Après, on a plongé comme des lézards et on allait chercher le trou du lézard. Et on y est. On est encore en train de chercher. Pour ceux qui ne connaissent pas la référence, renseignez-vous sur les hadiths qui parlent du trou du lézard. C'est des prophéties, entre guillemets, qui nous annoncent comment les musulmans vont se comporter avec le temps et on suivra, donc la prophétie dit qu'on suivra les musulmans, nous les musulmans, entre guillemets, on suivra les chrétiens et les juifs dans leur égarement. On les suivra exactement comme eux ils ont fait et on les suivra, et l'expression veut tout dire, on les suivra dans l'erreur et dans l'égarement, comme le trou se glisse dans le trou du lézard, comme le lézard va dans le trou, c'est-à-dire de manière volontaire. C'est pas on les suit de loin puis on se trompe. On va aller, on va rentrer dans le trou, on va ramper. Là où s'ils y vont, on ira. Voilà, on y est. Et je pense que c'est le début. C'est-à-dire que là encore, on n'a rien vu. Préparez-vous à avoir des choses choquantes. Et dernière info, après je passe à autre chose, je pars en fait tout simplement. L'Iran, un coup c'est la guerre, troisième guerre mondiale, on ne sait pas, 12e guerre, 3000e. Bref, je l'ai annoncé 1000 fois. Je vais continuer encore à me la péter. C'est toujours du vent, ça restera du vent. Ça ne restera rien d'autre que du vent pour des gens. Et surtout, je vais faire comment elle s'appelle, Madame Irma? Non, c'est ça? Ou Madame Soleil? Madame Soleil, allez. Et vous allez voir un retournement de situation magnifique où l'Iran va finir à un moment ou à un autre. J'ai pas le timing, hein, j'ai pas mes boules de cristal que je n'ai pas, elles sont pas super bien translucides, donc je vois pas très bien. Mais globalement, la finalité, c'est qu'ils vont s'allier et ça va devenir un petit soumis à Israël. Et là, vous aurez le trio, les trois États maçonniques théocratiques, l'Arabie Saoudite, l'État imposteur d'Israël et la République chiite d'Iran. Donc vous avez les trois sectes, le wahhabisme, le chiisme et le sionisme, parce moi je considère ça comme le sionisme, c'est la religion dévergondée qui est faussement un truc non religieux, mais c'est une religion, une spiritualité qui a pris du judaïsme et de la religion israélite, donc israélite qui est la religion officielle, celle que Moïse a ramenée avec la Torah, les recommandations que j'appelle moi la religion israélite. Ensuite, c'est devenu le judaïsme, une escroquerie, qui elle-même s'est déguisée en sionisme. C'est un mélange incompréhensible, mais c'est une secte. Et c'est une théocratie qui se base sur l'État imposteur d'Israël, qui se base sur le charlatan qui va arriver. Et le même charlatan est attendu par l'État chiite République islamique. Déjà, l'intitulé, il est violent. République islamique, chiite, transgenre. Ouais, vous pouvez, transgenre. Au-delà de tout ça. Et ensuite, vous avez les wahhabitos, voilà, saoudiens. Donc, la théocratie, c'est wahhabite, voilà. C'est une diablerie, pareil, hein, c'est le même lien avec le sionisme et le chiisme. C'est des cousins. C'est de la consanguinité, mais déguisée en trois opposants qui se regardent dans un triangle maçonnique magnifique. Téhéran, Tel Aviv, Riyad. Vous regardez ça et vous vous dites, ah ouais, et puis au milieu, pas vraiment au milieu, mais bon, c'est pareil, on a compris. C'est la Palestine, Jérusalem, et c'est là où le trône de l'imposteur va, comme pour pas me paraphraser, va être intronisé. Voilà. Et donc, soyez vigilants. Comptez pas les doigts de Netanyahou parce qu'il va vous la faire à l'envers. Il y en a qui ont voulu faire les malins. Ils ont eu des problèmes, mais ils continuent à pas comprendre qu'ils ont eu des problèmes, et ils continuent à boire du Selecto et à bouffer des pop-corn. Bref, peu importe. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée.
Je vous dis à très bientôt, quand ou comment, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère que vous vous portez bien, vous vous porterez bien la prochaine fois et que vous continuerez à aller sur le bon sens, dans le bon sens au niveau des choix et des compréhensions et des pièges de ce monde. Donc voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous garde.